Docteur, on ne vous entend pas bien. Vous m'entendez pas bien? Non, le son est très loin. Et là, est-ce que là, vous m'entendez? Vous m'entendez toujours pas? Non, Si vous pouvez rapprocher le microphone. Et là? Deux minutes, hein. Et là, vous m'entendez? oui. Ah, Oui, mieux. très bien, d'accord. OK. Donc, on peut commencer le cours. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, on n'arrivait pas très bien à s'entendre. Il faut savoir que la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire. C'est quoi? Il faut savoir que c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Donc, il y a un processus inflammatoire au niveau du système nerveux central. Là, c'est des généralités que je vous donne avant de rentrer dans le vif du sujet. Et c'est une maladie qui touche surtout le sujet jeune. C'est-à-dire, quand on parle de sujet jeune, c'est le sujet entre 20 et 40 ans. Mais il y a des atteintes avant 20 ans, il y a des atteintes après 40 ans. C'est-à-dire, il y a des extrêmes qui sont plutôt rares, mais qui ne sont pas… Donc, si on a un patient qui a moins de 20 ans, qui présente des signes en faveur d'une sclérose en plaques, on ne va pas se dire non, ce n'est pas une sclérose en plaques. De toutes les manières, ça atteint surtout à partir de 20 ans. Non, ce sont des extrêmes où le patient peut être atteint. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette maladie? C'est la première cause non traumatique d'handicap sévère acquis du sujet jeune. C'est-à-dire, handicap sévère acquis, le patient, il est en bonne santé jusqu'à l'apparition des premiers signes. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la définition de la sclérose en plaques, elle reste anatomopathologique. C'est-à-dire que le diagnostic de certitude, il est surtout en post-mortem. Quand on a un patient qui est atteint de sclérose en plaques, on a des signes qui sont fortement en faveur, c'est-à-dire qu'on pose le diagnostic, mais quand on parle de certitude, la certitude, elle reste anatomopathologique. Donc, par quoi elle est caractérisée? Elle est caractérisée par l'existence de lésions multiples inflammatoires, comme on l'a dit, démyélinisantes. Donc, il y a des fibres myélinisées. Donc, démyélinisantes et axonales disséminés dans le système nerveux central et se succédant dans le temps. C'est-à-dire, ça veut dire quoi disséminer dans le temps? Vous allez voir que ce terme disséminer dans le temps et disséminer dans l'espace, c'est le terme le plus important qui nous permet de poser notre diagnostic. Donc, ça veut dire quoi disséminer dans le temps? Ça veut dire que le patient va avoir des signes neurologiques qui ne sont pas tous présents en même temps. Par exemple, parmi les signes que l'on a, c'est l'atteinte visuelle. Donc, il peut avoir une atteinte visuelle aujourd'hui et l'atteinte de la force musculaire et du système pyramidal ne peut être atteinte que 2 mois, 3 mois, parfois une année après. Ça veut dire que les signes ne surviennent pas tous en même temps. C'est ça la dissémination dans le temps. Et la dissémination dans l'espace, c'est quoi? C'est le cerveau. Donc, vous pouvez avoir une atteinte du nerf optique, une atteinte au niveau de la moelle épinière, une atteinte au niveau du cervelet. Donc, vous avez des atteintes à différents niveaux du système nerveux. C'est ça la dissémination dans l'espace. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Oui, normalement. Oui, docteur. Voilà, on va avancer. Donc, pourquoi, à votre avis, pourquoi on l'appelle sclérose en plaques? Là, c'est une question que je vous pose. On n'a pas encore avancé dans les signes cliniques et anatomiques, mais pourquoi on l'appelle sclérose en plaques? Sclérose, il faut bien différencier ces deux termes. Sclérose, il y a la sclérose et en plaques.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse? Pas de réponse? Alors, c'est un processus inflammatoire, je vous ai dit. Donc, l'inflammation, elle va atteindre quoi? On va le voir dans une coupe anatomique, les diapos suivantes. Et donc, la fibre myélinisée, vous savez très bien que tout processus inflammatoire sera suivi par la suite par quoi? Cette inflammation, elle va être suivie par la prolifération de tissus conjonctifs, donc par de la sclérose. Donc, l'inflammation, quand elle disparaît, elle va être remplacée par du tissu conjonctif et c'est pour cela qu'on l'appelle sclérose en plaques. Plaques, ça sous-entend les plaques que vous avez au sein d'une fibre nerveuse. Alors, l'évolution, elle est caractérisée par l'existence de poussées pouvant laisser des séquelles définitives ou par une phase de progression, c'est-à-dire que la maladie va continuer à s'aggraver au cours de la vie de la personne. Donc, la poussée, c'est quoi? La poussée, c'est l'apparition de signes neurologiques nouveaux ou bien l'aggravation de signes neurologiques anciens. Vous allez comprendre cela est toujours dans l'introduction. Alors, sur le plan épidémiologique, il faut savoir que, bon, nous avons 1 à 3 pour 100 000 habitants, mais l'Algérie, on disait que la sclérose en plaques, c'était une maladie surtout qui était fréquente au niveau des pays du Nord, c'est-à-dire les pays nordiques, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, alors que les pays du Sud, on disait que la fréquence des patients atteints de sclérose en plaques n'était pas importante. Donc, en Algérie, la prévalence, l'Algérie se trouve dans la zone de moyenne prévalence, c'est-à-dire qu'on n'a pas un taux très élevé, mais on n'est pas aussi au-dessous du seuil minimum. Nous sommes dans un… Et en fait, on disait que les pays du Sud étaient des pays de faible fréquence parce que le diagnostic n'était pas fait convenablement. Et en fait, pour poser le diagnostic de sclérose en plaques, on a besoin impérativement d'une IRM. On ne peut pas parler de sclérose en plaques sans IRM cérébrale et médulaire. Et quand vous savez que l'IRM n'est pas très disponible au niveau des pays qui ne sont pas, donc les pays qui sont un petit peu du tiers-monde, si on veut dire. Donc, c'est pour ça que le diagnostic n'était pas posé. Alors, l'âge de début, comme je vous l'ai dit, c'est entre 20 et 40 ans. Donc, 70% des patients ont entre 20 et 40 ans. Et le maximum se fait entre la 3e et la 4e décennie. Donc, on s'est dit pourquoi est-ce qu'il y a des régions où la sclérose en plaques est plus importante ou il y a des régions où la sclérose en plaques n'est pas importante. Il y a une autre question qu'on s'est posée, c'est quels sont les facteurs qui prédisposent à la sclérose en plaques. Donc, on a rapporté des facteurs liés à l'environnement, on a rapporté des facteurs génétiques, des facteurs infectieux, on a incriminé certains virus à l'origine de la sclérose en plaques, mais il faut savoir qu'aucun de ces facteurs n'a été confirmé. Donc, pour ce qui est, là je vais passer rapidement, pour ce qui est des facteurs liés à l'environnement, bon, on sait très bien qu'en général, la sclérose en plaques est plus importante au niveau des pays du Nord, c'est-à-dire l'Europe du Nord et l'Amérique. Mais on s'est rendu compte que les patients, les migrants, c'est-à-dire les migrations, les gens qui ont émigré au niveau de ces pays d'adoption, si on veut, ces patients-là, quand ils ont émigré à un âge jeune, c'est-à-dire avant l'âge de 15 ans, ils avaient les mêmes caractéristiques que le pays d'accueil. C'est-à-dire que quand un patient a une sclérose en plaques et qu'il a migré au niveau de ce pays avant l'âge de 15 ans, il va avoir les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'il aura plus de chance ou bien de malchance de développer la maladie
que s'il avait migré après l'âge de 15 ans. Donc, les patients qui sont partis, par exemple, de l'Afrique vers l'Europe avant l'âge de 15 ans, ils avaient de développer cette maladie. Alors que les patients qui ont migré à l'âge adulte, ils conservaient les caractéristiques du pays d'origine. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y a des facteurs liés à l'environnement et au développement du corps humain avant l'âge. Tout est en rapport avec la puberté, avec le développement donc, du système immunitaire de la personne. Alors, il y a eu des cas familiaux qui ont été décrits. Donc, il y a eu des cas où on a rapporté des cas de sclérose en plaques familiale. Et ceci est lié à un facteur génétique. Ce facteur génétique, c'est surtout le facteur lié au groupe HLA. Et les groupes HLA qui ont été le plus démontrés chez ces patients présentant une sclérose en plaques, c'est l'HLA A3 et B7. Voilà. Donc, le facteur infectieux, comme je vous l'ai dit, il y a certains virus qui ont été mis en cause, c'est surtout le virus de la rougeole, le virus Epstein-Barr, et il y a certains rétrovirus. Voilà. Mais les virus qui ont le plus été incriminés, c'est surtout, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je pense que vous, non. Il y a eu un scandale par rapport au virus de l'hépatite, au virus de l'hépatite B, et il y a eu un scandale par rapport aux patients qui ont développé une sclérose en plaques et qui ont été vaccinés par le virus, par plutôt le vaccin contre l'hépatite B. En fait, ce n'est pas le vaccin qui a été à l'origine, c'était des personnes qui étaient prédisposées à développer une sclérose en plaques. Le virus n'a fait qu'aggraver si vous voulez, le déséquilibre du système immunitaire. Donc, il ne faut pas vous dire, je suis sûre que la plupart de vous ont été vaccinés contre l'hépatite B parce que c'est un vaccin qui est un petit peu obligatoire pour l'étudiant, surtout pour dans votre avenir de clinicien. C'est vraiment une théorie qui est apparue à la fin des années 90, début des années 2000, mais ceci n'a pas du tout été confirmé à 100%. Voilà. C'est bon? Vous êtes là? Oui, on est là, docteur. Oui. Donc voilà, un petit peu, c'est une coupe anatomique qui vous montre. Donc ça, c'est une coupe donc de moelle épinière et qui vous montre quelles sont les parties les plus atteintes. Donc, les plaques, c'est au niveau des ondes de démyélinisation de la substance blanche. C'est-à-dire que la substance grise n'est pas atteinte. Regardez, la substance grise est indemne. Ce que vous avez ici en rouge, c'est la substance blanche. C'est surtout les cordons antérolatéraux, voilà, les cordons antérolatéraux et les cordons postérieurs. Et vous allez comprendre les signes cliniques qui sont les plus fréquents. Voilà, donc vous avez bien, vous voyez que la substance blanche, c'est elle qui est atteinte et la substance grise n'est pas du tout atteinte. La substance grise, elle est atteinte en fin d'évolution. Ça, c'est le cerveau d'un patient qui est atteint de sclérose en plaques. Donc, regardez, la substance blanche, c'est ce qui est en clair. La substance grise, elle est maintenue pratiquement indemne. Et la substance blanche est atteinte. Et ce qui caractérise ce cerveau, si vous arrivez à voir ces sillons, c'est l'atrophie. Donc, les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques vont développer une atrophie corticale importante et l'atrophie corticale va mener au développement de troubles cognitifs, c'est-à-dire de troubles de la mémoire, de troubles du comportement, etc. Mais ça ne survient qu'après plusieurs années d'évolution de la maladie. Et heureusement, actuellement, nous avons un arsenal thérapeutique très important et les patients arrivent, quand ils sont traités très précocement, n'arrivent qu'exceptionnellement à ces stades. Donc, quelles sont les zones les plus atteintes? C'est surtout en périventriculaire, c'est-à-dire le corps calleux, la calotte le tronc cérébral et les hémisphères cérébelleux, comme vous voyez ici.
Les nerfs périphériques sont indemnes. Et puis, donc le nerf optique, il est atteint. Les autres nerfs périphériques ne sont pas atteints. Donc, c'est surtout l'atteinte, elle est centrale. Elle est en périventriculaire. Donc, quand vous voyez corps calleux, tronc cérébral, hémisphère cérébelleux, centre ovale, vous allez deviner que vous allez avoir une atteinte cérébelleuse, une atteinte motrice, une atteinte donc des différentes paires crâniennes. Et bien sûr, le nerf optique. Donc, le patient va te présenter une atteinte visuelle. Donc là, c'est la destruction des gaines de myéline que vous avez ici. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la sclérose en plaques? Alors, au début, vous avez une destruction des gaines de myéline par le processus inflammatoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un envahissement de la myéline par des lymphocytes et des macrophages qui vont détruire cette myéline. Cette myéline qui est détruite, donc elle va se fragmenter. Donc cette myéline, elle est détruite. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous savez très bien, c'est grâce à la myéline que l'influx nerveux est transmis. Donc est transmis de manière rapide. C'est ce que vous avez vu en deuxième année ou en troisième année, les nœuds de Ranvier. Donc, c'est ce qui permet l'influx nerveux de se transmettre très rapidement. Donc, quand il y a une destruction de la myéline, il va y avoir un ralentissement de la transmission de l'influx nerveux et d'où l'apparition de signes cliniques. Mais au tout début de la maladie, il y a une inflammation, donc il y a une destruction de la myéline. Quand l'inflammation, elle diminue, dans un deuxième temps, il va y avoir quoi? Une remyélinisation, c'est-à-dire que cette myéline qui a été détruite, elle va être remyélinisée. Donc, quand elle va être remyélinisée, il va y avoir un rétablissement de l'influx nerveux, un retransmission, un rétablissement de la transmission nerveuse. Mais cette remyélinisation, elle n'est pas efficace à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu destruction. Donc, la remyélinisation, elle ne va pas être efficace à 100%. Le malade, il va récupérer sur le plan clinique, mais si on va calculer la transmission nerveuse, on va voir que cette transmission nerveuse, elle est ralentie. Donc, en fait, parce que la maladie est toujours là, la maladie ne part pas. Mais quand vous avez, au cours de l'évolution de la maladie, ce patient, c'est une maladie auto-immune. C'est important de savoir que c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie donc liée à la présence d'anticorps qui vont venir détruire cette gaine de myéline. Tant que les anticorps sont là, ils vont récidiver, ils vont revenir, ils vont encore redétruire cette gaine de myéline. Et à force de la détruire, il ne va plus y avoir de remyélinisation et donc il va y avoir une destruction définitive de la gaine de myéline jusqu'à la destruction axonale. Et quand on a une destruction axonale, on va avoir donc des signes neurologiques qui sont définitifs. Le malade, il va être paralysé à vie, il va être donc handicapé à vie. Donc, cette inflammation qui survient au début, puis la remyélinisation qui permet un rétablissement de la plus ou moins pas à 100% de la gaine de myéline et de la transmission de l'influx nerveux, c'est ce qui caractérise ce que je vous ai dit tout à l'heure, la poussée. C'est-à-dire la poussée, c'est quoi? C'est l'apparition de signes neurologiques et elle est liée à l'envahissement des gaines de myéline par les éléments inflammatoires, lymphocytes et macrophages, et la rémission, parce qu'après chaque poussée, il y a une rémission. Donc, la remyélinisation, elle est liée, plutôt la rémission, elle est liée à la remyélinisation. Donc, vous avez poussée inflammatoire suivie d'une remyélinisation. Quand on a plusieurs poussées, on va avoir une gliose astrocytaire. Donc, on va arriver au stade de progression de la maladie, c'est-à-dire au stade irréversible de la maladie.
Donc, sur le plan éthiopathogénique, donc on a déjà résumé tout ça. Il y a un processus inflammatoire à médiation immunologique. La cible immunitaire, c'est la protéine basique de la myéline. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déséquilibre entre les lymphocytes T helper et les lymphokines pro-inflammatoires. Et bien sûr, dans cette éthiopathogénie, mis à part le processus inflammatoire, il y a un facteur génétique et un facteur lié à l'environnement, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va pour l'instant? Oui, très bien, docteur. Oui, Ok. docteur. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Voilà, là, vous allez très bien comprendre tout ce que je vous ai dit. Regardez ici, vous avez la myéline. Vous avez vu? La myéline, les nœuds de Ranvier, l'influx nerveux. Là, il y a une plaque de démyélinisation, c'est-à-dire une destruction de la myéline. Donc, dès qu'il y a cette plaque de démyélinisation, l'influx nerveux, il va être ralenti parce qu'il va être bloqué ici. Regardez, là, il y a une plaque de démyélinisation. Donc, l'influx nerveux, il va être ralenti. Dans cette deuxième plaque, il y a eu une remyélinisation et une cicatrisation. Donc, l'influx nerveux, il est rétabli. Donc là, c'est la poussée inflammatoire. Quand l'influx nerveux est ralenti, il y a des signes neurologiques. Quand l'influx nerveux est rétabli, il y a une récupération. Mais après, la démyélinisation, elle va récidiver si on n'a pas traité notre patient. Donc, quand il y a une deuxième attaque, elle va être plus sévère. Et regardez, à force d'avoir, donc là, l'influx nerveux, il est encore très ralenti. Et là, vous allez avoir carrément une atteinte de l'axone, donc une destruction axonale. À ce stade-là, il n'y a plus de remyélinisation, donc vous avez des signes neurologiques définitifs. Donc là, c'est une plaque un petit peu qui vous montre la destruction, donc cette démyélinisation. Donc, cytokine pro-inflammatoire, macrophage, destruction de la myéline. Il y a un déséquilibre entre les lymphocytes T helper 1 et T helper 2 qui permettent un petit peu l'équilibre entre les pro-inflammatoires et les anti-inflammatoires. Alors, on arrive à la clinique. Je ne vais pas vous casser la tête avec la physiopathologie parce qu'elle est un peu complexe. Donc, le tableau neurologique, il est très variable. Les signes cliniques témoignent de l'atteinte de la substance blanche cérébrale et ou médulaire. Donc, vous avez comme trouble moteur un syndrome pyramidal. Vous avez des troubles sensitifs. Vous avez vu dans les plaques précédentes qu'on avait surtout une atteinte des cordons antérolatéraux. Donc, vous allez avoir des troubles sensitifs. Un syndrome cérébelleux, un syndrome vestibulaire, une atteinte du nerf optique, donc qui va se manifester par une névrite optique rétrobulbaire, c'est-à-dire une baisse de l'acuité visuelle. Et très souvent, la baisse de l'acuité visuelle, c'est le signe de début. Très souvent, le patient, il commence par avoir une baisse de l'acuité visuelle et il consulte chez l'ophtalmo. Et si l'ophtalmo donc n'est pas très réceptif, il peut donner des corticoïdes à visée anti-inflammatoire et puis donc lui dire bon, vous revenez s'il y a autre chose. Mais entre-temps, si on n'a pas fait notre diagnostic à ce stade, il va présenter d'autres signes cliniques et il peut arriver en neuro donc à un stade un peu tardif. Donc, au début, il existe un contraste entre la richesse des signes subjectifs et la pauvreté des signes objectifs. Ça veut dire quoi? Les signes subjectifs, c'est surtout les troubles sensitifs. En effet, au début, le patient, il peut présenter des signes sensitifs subjectifs. C'est vrai qu'on n'a pas fait, bon, il vous a fait en principe, Dr Mahjoub vous a fait l'examen neurologique. Donc, mais on n'a pas fait de TD par rapport à la sensibilité pour vous parler un petit peu de ces signes subjectifs. Donc, parmi les signes subjectifs, c'est surtout les fourmillements, ce qu'on appelle paresthésie, les fourmillements. Le malade, il va vous dire, je sens. Le malade, généralement, il faut savoir qu'il ne consulte jamais au stade de fourmillement. Fourmillement,
il peut aller voir un médecin généraliste, il peut aller voir un orthopédiste ou un rhumato la plupart du temps. Et puis, on lui dit, non, c'est rien du tout, vous avez des fourmillements, c'est lié à un stress, il y a une fatigue, à une carence vitaminique, etc. Mais les fourmillements précèdent parfois de 2 à 3 ans l'apparition de signes neurologiques objectifs. Donc, le patient, il va sentir des paresthésies le long du corps et qui disparaissent et qui peuvent réapparaître. Et les signes objectifs qui sont surtout le syndrome pyramidal, le syndrome cérébelleux et la névrite optique n'apparaissent que plus tard. Alors, l'atteinte pyramidale, donc on a un déficit moteur, donc des réflexes ostéotendineux qui sont augmentés, un signe de Babinski, et la plupart du temps, à la fin de la poussée, il y a une régression. L'atteinte pyramidale, donc, elle peut être à type de paraplégie, d'hémiplégie, de tétraplégie, ça dépend. Mais la plupart du temps, il faut savoir que la plupart du temps, l'atteinte pyramidale, c'est une paraparésie. Et si le malade fait plusieurs poussées, on va arriver à un syndrome pyramidal spastique, c'est-à-dire que le malade, il va avoir une spasticité, il va être rigide. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ces signes neurologiques de l'atteinte pyramidale. OK? Allô? Oui, docteur, oui. Oui. Vous avez eu des notions par rapport au syndrome pyramidal? Vous avez fait ça dans l'examen neurologique? Allô? OK, on avance. Alors, l'atteinte sensitive, donc c'est quoi? Comme je vous ai dit, les signes subjectifs, c'est les paresthésies, c'est-à-dire les paresthésies, c'est les fourmillements. Il peut présenter une sensation de chaud ou de froid, des douleurs, une névralgie du 5 et un signe important, c'est le signe de l'hermite. C'est quoi le signe de l'hermite? Le patient, donc vous avez une atteinte des cordons postérieurs de la moelle. Et quand il y a une atteinte des cordons postérieurs de la moelle, le malade, surtout les cordons postérieurs, donc de la moelle cervicale. Quand le patient il fléchit le cou, c'est-à-dire à la flexion du cou, il y a une sensation de décharge électrique le long du rachis, et c'est ce qu'on appelle le signe de l'hermite. C'est une sensation de décharge électrique lors de la flexion du cou et elle signifie une atteinte au niveau des cordons postérieurs au niveau cervical. Alors, toujours l'atteinte sensitive, l'examen neurologique est le plus souvent, donc dans l'examen neurologique, on va retrouver surtout une atteinte de la sensibilité profonde. C'est la sensibilité proprioceptive. Il faut savoir que l'atteinte de la sensibilité superficielle, on ne la retrouve pas. C'est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que ce sont les gros troncs, ce sont les fibres myélinisées qui sont atteintes, c'est-à-dire les fibres des cordons postérieurs. Les fibres, le cordon, le système extralémniscal qui est très latéralisé et qui véhicule la sensibilité douloureuse et thermique, il n'est pas atteint parce que ce sont des fibres qui généralement ne sont pas myélinisées. L'atteinte cérébelleuse, donc nous avons un syndrome cérébelleux statique, cinétique, soit cinétique, soit statocinétique, la plupart du temps associé à l'atteinte pyramidale. Donc, la névrite optique, donc, comme je vous ai dit, elle est liée à le nerf optique, c'est une fibre myélinisée. C'est une seule fibre, c'est un seul nerf, c'est une fibre myélinisée. Elle est liée à l'atteinte, à la présence d'une plaque au niveau du nerf optique. Elle se manifeste par une baisse de l'acuité visuelle. Le fond d'œil est généralement normal. Pourquoi le fond d'œil est normal? Parce que nous avons une atteinte rétrobulbaire, c'est-à-dire une atteinte du nerf optique. On n'a pas une atteinte de la papille, ce n'est pas une atteinte périphérique, c'est une atteinte centrale. Donc, on peut avoir une atteinte vestibulaire à type de nystagmus ou
de vertige, de nystagmus. C'est surtout le nystagmus et l'instabilité. C'est-à-dire que quand le patient est debout, il va avoir une tendance à tanguer sur le côté, surtout lors de la marche. L'atteinte du tronc cérébral, donc comme on l'a vu tout à l'heure dans l'anatomie, le tronc cérébral est atteint. Le tronc cérébral, c'est une partie du cerveau qui est innervée par des fibres myélinisées. Donc, les plaques atteignent les voies longues, les fibres provenant des noyaux et les fibres internucléaires. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'on va avoir une atteinte, les voies longues, c'est quoi? C'est les voies de la sensibilité et les voies motrices. Et l'atteinte des fibres provenant des noyaux, les noyaux, c'est les noyaux des nerfs crâniens, c'est-à-dire que c'est des patients qui vont avoir une atteinte des paires crâniennes et une atteinte motrice cérébelleuse ou vestibulaire. Les paires crâniennes les plus atteintes, c'est les paires, donc c'est le 3, le 4 et le 6, c'est-à-dire l'oculomotricité. Donc très souvent, le patient va présenter une paralysie oculomotrice. Donc cette paralysie oculomotrice, elle va se manifester la plupart du temps. D'ailleurs, le malade, quand il vient, il vous dit « je vois double ». Et quand c'est une poussée à laquelle vous n'avez pas assisté, parce que quand un patient consulte, vous allez lui poser la question que vous avez posée, comme je vous ai dit tout à l'heure, que il y a la maladie évolue par poussée-rémission, c'est-à-dire que vous avez des signes neurologiques qui vont apparaître et qui vont disparaître. Donc, le patient, dès qu'il vient, vous allez lui poser des questions sur ce qui s'est passé avant. Donc, s'il vient pour une atteinte pyramidale, vous allez lui dire, est-ce que, deux questions que vous posez qui sont importantes, est-ce que vous n'avez jamais vu double avant, c'est-à-dire que vous avez vu double et ça a disparu, et est-ce que vous avez eu une baisse de l'acuité visuelle? S'il vous dit il y a eu une vision double, donc c'est une diplopie, ça veut dire qu'il y a eu une atteinte du tronc cérébral. Et s'il vous dit j'ai eu une baisse de l'acuité visuelle, donc vous allez vous dire qu'il a présenté une névrite optique rétrobulbaire. Donc vous avez un signe en plus, c'est-à-dire que le patient a eu une atteinte au niveau visuel et là, il vous vient pour une atteinte au niveau pyramidal. Et donc, ça, c'est quoi? L'atteinte du nerf optique et l'atteinte pyramidale, c'est la dissémination spatiale, c'est-à-dire que vous avez deux régions distinctes du système nerveux qui sont atteintes. Et ça, c'est un signe qui est fortement en faveur de la sclérose en plaques. Je vous ai dit que les critères de diagnostic, c'est la dissémination spatiale et la dissémination dans le temps. Alors, toujours dans l'atteinte oculomotrice, il y a un signe qui est très important, c'est ce qu'on appelle la paralysie internucléaire ou l'ophtalmoplégie internucléaire. Donc, qu'est-ce qui se passe, l'ophtalmoplégie internucléaire? C'est un problème, bon, ça, je pense que je pourrais vous l'expliquer, j'espère, quand on va reprendre et quand on va faire… vous savez, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire sur une feuille toutes les questions que vous n'avez pas compris sur le plan clinique pour que, j'espère, quand on va reprendre, on va vous les montrer sur le plan pratique avec un malade réel. Donc, la paralysie, l'ophtalmoplégie internucléaire, c'est une paralysie de l'adduction d'un œil avec un nystagmus à l'abduction du côté opposé à la lésion. C'est-à-dire, je sais que ça, l'ophtalmoplégie internucléaire, c'est très difficile de vous l'expliquer comme ça, il faut voir. Vous demandez à un malade de regarder, de suivre votre doigt latéralement. Quand il regarde sur le côté, il y a un œil, quand on regarde nous latéralement, il y a un œil qui va en dehors et un œil qui va en dedans. Donc, quand on a une ophtalmoplégie internucléaire, vous avez l'œil qui va en dehors, qui est le siège d'un nystagmus, et l'œil qui va en dedans, il va être paralysé. Il ne va pas poursuivre sa course. Pourquoi? Parce qu'il y a une plaque de démyélinisation au niveau de la bandelette longitudinale postérieure. Cette bandelette longitudinale postérieure, c'est elle qui permet
qui nous permet de regarder latéralement. Elle permet une synergie entre le 3 d'un côté et le 6 de l'autre. Quand on regarde sur le côté, vous regardez, il y a un œil qui va en dedans grâce au 3, il y a un œil qui va en dehors grâce au 6, à la 6e paire crânienne. Si vous avez une atteinte de cette bandelette longitudinale postérieure, ça veut dire qu'il n'y a plus de transmission de l'influx nerveux du 3 vers le 6. Donc, le 3 va être paralysé et le 6 va poursuivre sa course et il va être le siège d'un nystagmus. Bon, sur ça, cette atteinte, j'espère qu'on pourra vous l'expliquer, mais il faut juste noter ça et on va reprendre ça quand on reprendra la pratique. Donc, les autres atteintes du tronc cérébral, donc vous pouvez avoir une atteinte du trijumeau qui peut se manifester par une névralgie faciale, une paralysie faciale et parfois, quand l'état est très grave, vous allez avoir même des troubles de la vigilance et respiratoire. Et là, c'est vraiment après plusieurs années d'évolution, 15 à 20 ans d'évolution. Vous pouvez avoir aussi des troubles psychiques, dépression, détérioration mentale. Et là, ces troubles psychiques sont liés, comme je vous l'ai expliqué au début, je vous ai montré la première planche, c'est lié à l'atrophie importante. Les troubles également sphinctériens et génitaux, les troubles sphinctériens sont liés à une atteinte pyramidale très importante, c'est-à-dire une atteinte pyramidale à un stade tardif. Quand le malade est très spastique, il va développer des signes pyramidaux. Bon, là, je passe. Je préfère arriver à l'exploration complémentaire. Il y a, donc je vous ai dit, 2 caractères fondamentaux, l'atteinte multifocale, c'est-à-dire la dissémination spatiale, et l'évolution par poussée, c'est la dissémination dans le temps. L'IRM, c'est l'examen le plus important. Donc, c'est un examen qui est obligatoire. Il faut faire une IRM cérébrale et une IRM médulaire. L'IRM cérébrale, donc vous allez voir, je vais arriver, voilà, regardez l'IRM. Vous arrivez à voir l'IRM? Donc, regardez qu'est-ce qui se passe. Vous avez ces plaques blanches. Vous voyez ces plaques blanches? Ces plaques blanches, c'est ce qu'on appelle, c'est des lésions de démyélinisation qui apparaissent, ce qu'on appelle à l'IRM, sous forme d'hypersignaux périventriculaires. Regardez, ils sont autour des ventricules. Voilà les ventricules. Donc, d'où la fréquence de la dissémination périventriculaire. Regardez ici, ça, ce que vous voyez en voir, c'est le corps calleux. Et là, vous avez ces hypersignaux qui sont en péricalleux. Regardez ici. Donc, c'est ça. Donc, dès que vous voyez, vous faites une IRM, donc vous avez des signes cliniques. Les signes cliniques sont importants. Et dès que vous faites une IRM, vous allez rechercher ces signes qui sont périventriculaires, ces hypersignaux qui sont périventriculaires. Et si vous avez ces hypersignaux avec la dissémination dans le temps et la dissémination dans l'espace, vous pouvez dire que ce patient présente une sclérose en plaques. Regardez ici. Donc là, c'est en supratentoriel, c'est-à-dire au-dessus du cervelet. Et là, c'est en sous-tentoriel, c'est-à-dire au-dessous du cervelet. Ou plutôt au niveau du cervelet et du tronc cérébral. Vous arrivez à voir ces hypersignaux. C'est bon? Vous avez vu? Oui, docteur. Oui, docteur. Oui. Est-ce que vous arrivez à voir cet hypersignal ici, au niveau de la moelle? Au niveau de la moelle, en postérieur, cet hypersignal, donc ça signifie que nous avons une plaque de démyélinisation au niveau de la moelle. Regardez, là, c'est une coupe médulaire. Vous avez des plaques de démyélinisation au niveau de la moelle. Tout ce qui est en blanc. Ce que vous avez ici, regardez ici, c'est une coupe transversale. Là, c'est une coupe longitudinale. Là, c'est une coupe axiale où vous avez ce qui est en blanc. C'est une plaque de démyélinisation. Docteur, elle ne peut pas être une autre chose à part la démyélinisation. Si. En fait, là, il y a un diagnostic
éliminer, on peut avoir les diagnostics différentiels. C'est quoi? C'est premièrement tout ce qui est vasculaire. Donc, il faut éliminer le vasculaire. Il faut éliminer l'infectieux. Et c'est surtout le vasculaire et l'infectieux, ce qu'on peut éliminer. Et les autres maladies auto-immunes, telles que le lupus, la maladie de Behçet, ce sont les diagnostics différentiels. Mais en fait, il y a des caractéristiques. Par exemple, quand vous voyez ici le corps calleux, là, c'est des lésions péricalleuses. Péricalleuses, et quand vous regardez, vous regardez qu'elles sont perpendiculaires. Vous voyez, elles sont perpendiculaires au corps calleux. Ça, c'est un signe fortement évocateur donc d'une sclérose en plaques. Il y a aussi dans les autres pathologies, vous avez d'autres signes. Par exemple, dans les maladies de système, vous avez des signes d'atteinte systémique. C'est-à-dire, on peut avoir une atteinte rénale, une atteinte rhumatologique, etc. Alors que dans la sclérose en plaques, l'atteinte, elle est purement neurologique. Il n'y a pas d'atteinte extra-neurologique. D'accord? Voilà. Regardez. Alors là, je vais vous programmer une séance. Moi, le TD, au lieu de vous faire un TD de sémio, moi, le TD de sémio, on ne peut pas le faire comme ça. Il faut voir le malade. Mais par contre, je vais vous programmer un TD imagerie. Comme ça, vous allez bien comprendre l'IRM. Déjà, reconnaître une IRM, reconnaître un scanner, parce que le scanner, c'est comme un appareil à photo. Vous avez une seule séquence. À l'IRM, c'est différent. L'IRM, il y a plusieurs séquences et chaque séquence est destinée à diagnostiquer une pathologie particulière et aussi les séquences nous permettent de dater les lésions. Par exemple, regardez ici. Ça, c'est une séquence flair. Vous avez des hypersignaux, mais on ne sait pas est-ce que ces hypersignaux ils sont récents ou anciens. Là, ce que vous avez ici, c'est une séquence T1 avec injection de produits. L'injection de produits de contraste nous permet, donc regardez, quand on a injecté le produit, nous avons une lésion ici qui est périventriculaire, ici aussi, qui est en blanc. Ça veut dire qu'elle prend le contraste. Quand elle prend le contraste, ça signifie que c'est une lésion qui est récente. Quand vous avez une lésion ancienne, elle ne va pas apparaître comme ça en blanc sur cette séquence T1. Elle va apparaître en hyposignal, c'est-à-dire le signal du LCR. Donc là, vous pourrez le comprendre quand on va faire. C'est pour ça que je préfère programmer avec vous. Après Ramadan, Inch'Allah, on va programmer une séance NTD imagerie. Comme ça, vous allez faire la différence entre la séquence T1. Regardez ici, par exemple. Hein, regardez sur cette image. L'image à gauche, première image. Première coupe de seconde. Donc, vous avez ici, en haut, vous avez une image qui apparaît en blanc. Et vous avez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici en bas, des images qui apparaissent en noir, qui sont foncées. Ça, c'est une lésion qui est ancienne, alors que celle-là, c'est une lésion récente parce qu'elle prend le contraste. C'est ce qui nous permet, en fait, de déterminer la poussée inflammatoire. Est-ce que le malade est réellement en poussée? Et nous, c'est très important pour nous parce que la poussée, elle dépend, le traitement dépend de la forme. Regardez ici aussi, vous avez un blanc. Ici, vous avez du noir. Ça, c'est des lésions anciennes et ça, c'est une lésion récente. Voilà. Alors, on fait une IRM, on fait aussi une étude du LCR. Donc, le LCR, ce qui nous intéresse dans le LCR, l'étude cytochimique, elle est généralement normale. Il n'y a pas d'hyperleucocytose. Et quand il y a une hyperleucocytose, elle ne dépasse pas 30 éléments par millimètre cube. Parce que si vous avez une hyperleucocytose, donc ce n'est plus une sclérose en plaques.
Et ce qui nous intéresse le plus important, c'est l'étude immunologique du LCR. On va rechercher une distribution oligoclonale des gamma-globulines. C'est la synthèse. Ça signifie que notre cerveau, c'est-à-dire le LCR, vous savez que le LCR, c'est lui qui produit c'est lui qui protège le cerveau. Donc, au sein du LCR, nous avons une synthèse d'immunoglobulines, d'IgG. Et quand vous avez une synthèse importante d'IgG au niveau du LCR, donc là, vous allez vous dire que ça prouve que c'est une maladie immunologique. Alors, il y a un autre examen que l'on fait, mais pratiquement on ne le fait plus parce que maintenant, on a des IRM performantes. C'est l'étude des potentiels évoqués, surtout visuels. Pourquoi? Parce que le malade, très souvent, parfois, il peut venir juste avec une baisse de l'acuité visuelle. Il y a ni syndrome pyramidal, donc vous n'avez pas de signe en faveur, vous n'avez pas d'éléments en faveur de la dissémination spatiale. Plutôt de la dissémination spatiale et de la dissémination dans le temps. Donc, vous avez juste une atteinte du nerf optique. L'IRM n'est pas, et quand l'IRM n'est pas très évocatrice, donc si vous faites les potentiels évoqués visuels, c'est quoi les potentiels évoqués? On va calculer la transmission nerveuse. Donc, si on calcule la transmission nerveuse au niveau du nerf optique, elle va être diminuée. Donc, ça signifie qu'il y a eu une plaque de démyélinisation au niveau du nerf optique, même si le patient a récupéré de la baisse de l'acuité visuelle. J'avance. Bon, je ne vais pas vous parler de ça. Alors, le diagnostic différentiel, c'est surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, les maladies de système. Le lupus, la sarcoïdose, la maladie de Behçet. Alors, le diagnostic différentiel, c'est surtout à l'IRM. Bon, là, c'est un cours un peu détaillé. Je passe sur les critères diagnostiques. Voilà, là, vous avez en plus des images. Regardez ici la différence entre la séquence FLAIR et la séquence TA. Donc, la séquence FLAIR, vous avez l'hypersignal. La séquence T1, vous recherchez la prise de contraste. Voilà, toujours des images en faveur de sclérose en plaques. Donc là, l'évolution. Alors, je vous ai dit que les patients présentés, on va bientôt arriver au traitement. Donc, je vous ai dit que le patient présentait soit au début, c'est des poussées rémission. Et les poussées rémission, regardez sur ce graphe. La poussée, c'est quand ça monte, puis quand ça descend, c'est une rémission. Puis là, il est en rémission. Puis après, il fait une deuxième poussée, etc. Et donc, la maladie évolue au début par poussée rémission. Puis à un certain moment, il va présenter des formes, ce qu'on appelle secondairement progressives. C'est-à-dire que les formes rémittantes, c'est les formes qui évoluent par poussée rémission. Les formes secondairement progressives, c'est des formes qui évoluent au début par poussée rémission, mais avec le temps, quand on aura une destruction des gaines de myéline, ça va être des formes secondairement progressives, c'est-à-dire qu'on a eu une destruction axonale, il va plus y avoir de remyélisation. Et il y a des formes qui évoluent d'emblée de façon progressive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Il y a une première poussée, qui continue à s'aggraver dans le temps. C'est ce qu'on appelle les formes primaires progressives. Donc là, nous, on a une échelle d'handicap qu'on utilise. Elle est basée sur l'atteinte pyramidale, l'atteinte sensitive. Donc, on calcule tout ça, tous ces signes cliniques. Et quand le score est supérieur à 6, ça veut dire que le malade, donc le score, il est de 0 à, en fait, quand on dépasse le seuil de 6, le malade, il a un handicap important, c'est-à-dire qu'il est au fauteuil roulant. Entre 0 et 3, c'est un handicap qui est modéré. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire entre 0 et 3, c'est là où il faut traiter. Donc, le traitement, il a deux volets. Il y a le traitement de la poussée
il y a le traitement de fond. Le traitement de la poussée, c'est l'apparition de nouveaux signes neurologiques. Donc, c'est par des corticoïdes. Les corticoïdes, on donne une forte dose, c'est-à-dire un bolus de corticoïdes, 1 gramme par jour pendant 3 à 5 jours. Et on arrête. Donc là, c'est le traitement de la poussée. Et généralement, dès qu'on donne le bolus de corticoïdes, le malade, il récupère très bien. Il récupère totalement. Le traitement de fond, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le but du traitement de fond? C'est pour éviter donc l'apparition de poussée. Et quand on évite l'apparition de poussée, donc on permet aux patients de conserver une autonomie et de conserver un examen neurologique normal le plus longtemps possible. Et ce qui est important, c'est qu'il faut traiter le plus tôt possible. Donc, il ne faut pas laisser que le malade fasse beaucoup de poussée parce qu'après, ça va être, on ne pourra plus lui donner, il n'y a aucun traitement qui sera bénéfique. Donc, le traitement de fond, on utilise quoi? Les interférents. C'est quoi le but de ces interférents? C'est un petit peu, c'est pour moduler cette réponse immunitaire. Nous avons une réponse immunitaire qui est agressive, qui va venir détruire ces gaines de myéline. Donc, le traitement de fond a un but donc de supprimer ou bien, parce qu'on ne peut pas supprimer à 100%, on supprime à 100% quand on connaît l'origine de ces anticorps, c'est-à-dire quand on a la cible antigénique. Or, la cible antigénique, on ne la connaît pas. Donc, on va donner donc, un traitement pour diminuer l'agressivité de ces anticorps et pour favoriser, quand on a un processus inflammatoire, il y a toujours un équilibre entre les lymphocytes helpers, donc qui ont un but bénéfique, et les lymphocytes cytotoxiques. Donc, le traitement immunomodulateur, ce qu'on appelle le traitement de fond, c'est un traitement, on dit que c'est des immunomodulateurs. Il a pour but d'augmenter le taux de lymphocytes helpers qui vont protéger le cerveau et de diminuer les lymphocytes cytotoxiques. Donc, parmi ces traitements, nous avons les bêta-interférents. Donc, l'interférent bêta, donc ce qui est disponible en Algérie, le bêta-ferrant, l'Avonex et le Rebif, ces 3 traitements, c'est des traitements qui sont donnés donc par voie injectable. Donc, soit pour le bêta-ferrant et le Rebif, c'est la voie sous-cutanée. Donc, on voyait ici, le bêta-ferrant, c'est tous les 2 jours, c'est-à-dire 1 jour sur 2. Le Rebif, c'est 3 fois par semaine, donc en sous-cutané. Et l'Avonex, c'est 1 fois par semaine, une injection intramusculaire. Donc, qui permet la diminution du nombre de poussées et donc la diminution des plaques et de l'handicap. Alors, il faut savoir que ces interférents, ils sont indiqués quand le malade a un handicap modéré, c'est-à-dire chez les patients qui évoluent de façon, donc qui ont une forme rémitante, c'est-à-dire qui évoluent par poussée-rémission. Les formes progressives, dans les formes progressives, les interférents ne vont pas agir parce que c'est bon, nous avons une destruction axonale. Donc voilà, les indications, c'est la forme rémitante dès la première poussée. Et pour le bêta-ferrant, on peut le donner pour les formes secondairement progressives. Il y a des effets secondaires, c'est surtout le syndrome pseudo-grippal. Il peut présenter un syndrome dépressif. Le syndrome pseudo-grippal, il peut être évité. Le malade, à chaque fois avant l'injection, il prend un anti-inflammatoire ou bien un antalgique type paracétamol et tout est réglé. Les contre-indications, c'est la grossesse. Donc, il faut savoir que ces traitements de fond, ils sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc, dès que la malade fait donc une grossesse, il faut arrêter ces traitements. Donc là, ça, c'est un autre traitement de fond qui est donné aussi. Il a un effet comparable. C'est la Copaxone. La Copaxone n'est pas encore commercialisé en Algérie, quoique c'est un traitement qui est ancien, mais qui a le même effet que le bêta-ferrant, l'Avonex et le Rebif. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a d'autres traitements aussi qui sont… Là, je vous ai donné uniquement les traitements qui sont disponibles. Là, ce traitement, là, ce que je vous ai donné au début, c'était les traitements par voie injectable, intramusculaire et sous-cutané. Là, pour le diméthylfumarate, c'est un traitement par voie orale. Et là, les malades l'attendaient depuis longtemps parce que
ils préfèrent, pour ceux qui ne supportent pas les injections, il faut savoir que ces malades qui font les injections sous-cutanées et intramusculaires, ils s'auto-injectent. Les sous-cutanés, c'est les malades eux-mêmes qui s'injectent le traitement. C'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'aller chez quelqu'un pour se faire injecter. Ils apprennent à le faire tout seuls pendant leur première hospitalisation à l'hôpital. Mais beaucoup de patients préfèrent la voie orale. Donc, nous avons le diméthylfumarate. Donc, l'indication, c'est les formes évoluant par poussée, c'est-à-dire rémittantes récurrentes, avec la dose initiale qui est de 120 mg 2 fois par jour. Et après une semaine, la dose est augmentée à 240 mg 2 fois par jour. Voilà. Donc, il y a d'autres traitements de fond qui sont indiqués dans d'autres formes. Parfois, vous avez des patients, bon, on va bientôt finir, je sais que le cours il est fatigant et vous êtes avec Ramadan et tout, c'est pas évident. Donc, il y a des personnes qui font beaucoup de poussées. Donc, ces personnes qui font beaucoup de poussées, c'est-à-dire 2 poussées, 2 à 3 poussées par an, parfois plus que 3 poussées par an, généralement, les interférents, très bien. Donc, chez ces patients, on donne carrément des traitements plus agressifs. C'est ce qu'on appelle des immunosuppresseurs. Parmi eux, il y a la mitoxantrone, mais le traitement le plus efficace dans ses formes très agressives, les patients qui font beaucoup de poussées, c'est le natalizumab, ce qu'on appelle le Tysabri, la forme commerciale. Donc là, il est indiqué dans les formes agressives, c'est-à-dire des personnes qui font 3 à 4 poussées par an. Et c'est un traitement miracle parce que dès qu'on donne ce traitement, le malade, il récupère totalement. Voilà. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un traitement très agressif. Donc, il va entraîner une déplétion lymphocytaire très importante et il peut entraîner une immunodépression chez le patient. Et quand on a une immunodépression, on risque de provoquer donc une encéphalite. Voilà. Ça, c'est le cas d'un patient qui avait une CEP progressive, plutôt agressive, chez lequel on a utilisé le Tysabri et qui a présenté une encéphalite. Et là, il faut à tout prix éviter l'évolution vers cette encéphalite parce que s'il présente une encéphalite, elle peut être mortelle. Vous allez me dire, mais comment on peut éviter? On va donner le traitement, on ne sait pas est-ce qu'il va faire une encéphalite ou pas. On peut l'éviter, en vérité, parce que dès qu'on commence le traitement par natalizumab, on fait un dosage de certaines sérologies. Nous avons des sérologies qui sont obligatoires. Et parmi les sérologies obligatoires, c'est une sérologie d'un virus déterminé, ce qu'on appelle le virus JC, que nous avons tous. Nous avons tous au sein de notre corps un virus appelé virus JC qui est latent. C'est-à-dire que nous, tant qu'on est immunocompétent, il va être inoffensif. C'est un virus intracellulaire, mais dès qu'il y a une immunodépression, le virus il est libéré et il va provoquer des dégâts. Donc, c'est un virus qui est libéré au cours de l'immunodépression. Bon, on l'a vu au début, surtout chez les patients atteints de SIDA, mais aussi chez les patients traités par natalizumab. Donc, on fait une sérologie et quand on fait la sérologie, si elle est positive, si elle est faiblement positive, on peut traiter. Et avant de mettre le malade sous natalizumab, on demande le consentement du malade. Il faut qu'il soit d'accord pour commencer le traitement. Si il est fortement positif, il est contre-indiqué, donc on ne va pas l'utiliser. Voilà. Nous avons des traitements de fond, donc vous allez me dire, et les formes progressives, qu'est-ce qu'on va leur donner? On a une destruction axonale. C'est vrai que le malade ne va pas récupérer, mais on va quand même les traiter. Pourquoi? Parce que c'est une forme progressive. Ils ont détruit toute leur myéline, mais l'agression immunologique, elle est toujours là. Donc, s'il lui reste quelques fibres myélinisées qui sont fonctionnelles, à chaque fois qu'il y a une agression, elles vont être détruites. Donc, on va donner des immunosuppresseurs, surtout l'endoxan, le cyclophosphamide, pour un petit peu diminuer cette agression immunologique. Mais ces formes pour le traitement de fond, il faut savoir, vous allez me dire, on va maintenir le traitement de fond combien de temps?
Alors, pour les formes évoluant par poussée-rémission chez lesquelles on donne le bêta-ferrant, les interférents plutôt, les interférents, le diméthylfumarate, même le cyclophosphamide. Bon, le cyclophosphamide, c'est en fonction de la sérologie. Le traitement est à vie. Tant que le malade est stable. On l'arrête uniquement si le malade continue à s'aggraver malgré le traitement. Tant que le malade est stable, le traitement est à vie. On l'arrête uniquement chez la femme en cas de grossesse. Je vous ai dit en cas d'aggravation. Quant aux immunosuppresseurs, bon, pour la mitoxantrone, actuellement, on n'utilise pas beaucoup, on utilise surtout le natalizumab. Mais pour les immunosuppresseurs tels que le cyclophosphamide, on le donne pas plus que 2 ans. On le donne donc la première année une fois par mois, c'est des perfusions mensuelles, et la deuxième année une fois tous les 2 mois. Puis on arrête parce que quand on donne des immunosuppresseurs, il y a un risque de développer quoi? Il y a un risque de développer une néoplasie. Et on préfère de loin l'azatioprine, l'Immurel, à l'endoxan parce que l'azatioprine est moins agressif que l'endoxan. Donc voilà. On donne des traitements adjuvants, des traitements d'appoint, parallèlement à cet arsenal thérapeutique que je vous ai donné. On associe toujours de la vitamine D parce que chez ces patients atteints de sclérose en plaques, il y a très souvent un déficit en vitamine D. D'ailleurs, la vitamine D, le déficit en vitamine D a même été incriminé dans la physiopathologie de la sclérose en plaques. Ne vous alarmez pas, ne vous inquiétez pas, parce que parmi vous, si vous allez, surtout les femmes, si vous allez doser votre vitamine D, vous allez la trouver diminuée. Il faut savoir, ça c'est juste pour votre information, pour votre culture, qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, il y avait les femmes avaient un taux de vitamine D qui était bas, qu'elles soient malades ou pas. Donc, si on dose la vitamine D chez les femmes algériennes, on va trouver beaucoup de femmes algériennes qui ne sont ni malades ni rien du tout, qui ont un taux de vitamine D qui est bas, qui est diminué. Donc, le rôle de la vitamine D est incriminé dans la sclérose en plaques, mais en association avec un processus auto-immun. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'une supplémentation. Et pourtant, nous sommes un pays quand même qui est où le soleil ne manque pas. Alors, les autres traitements de fond, je vous les donne parce qu'en fait, ils ne sont pas disponibles en Algérie pour l'instant, mais qui sont utilisés ailleurs. Ce sont des traitements par voie orale parce qu'il n'y a pas que le diméthylfumarate qui est disponible, il y a d'autres traitements par voie orale qui sont disponibles. Alors, quels sont les traitements d'avenir? C'est plutôt l'autogreffe de moelle, mais bon, ça a été utilisé aux États-Unis, mais il n'y a pas beaucoup de cas qui ont été publiés. Donc là, je préfère passer. Le traitement symptomatique, mis à part le traitement de fond c'est surtout sur le plan physiopathologique pour diminuer cette auto-immunité. Mais nous avons des patients qui ont un syndrome pyramidal, donc des patients qui sont spastiques. La spasticité, elle est très gênante pour le malade parce qu'il va présenter des douleurs. Donc pour ces malades, on va donner des antispastiques, surtout le baclofène. Parfois l'injection de toxines botuliques. C'est botulinique, c'est ce que vous connaissez déjà, le Botox. Vous connaissez le Botox qu'on utilise pour l'effacement des rides dans la chirurgie esthétique. Ce produit, il est utilisé aussi dans la spasticité pour diminuer cette rigidité musculaire. Et pour les patients qui ont des douleurs importantes, telles que les névralgies, etc., on peut donner du Tegretol. Les troubles mictionnels aussi, il faut donner des troubles, mais les troubles mictionnels sont très souvent liés à la spasticité. Donc, parfois, le baclofène et la toxine botulique, elle permet, elle permet une amélioration. Il ne faut pas oublier la rééducation fonctionnelle. C'est ce qui permet
le maintien de la force musculaire et bien sûr, sans oublier la prise en charge psychologique. Parce que vous savez qu'actuellement, nous avons des malades pas comme avant. Avant, les malades n'avaient pas accès à l'information. Maintenant, les malades ont accès à l'information. La plupart, ils sont au sein de blogs. Donc, ils sont en contact avec d'autres malades. Donc, ils sont au courant de tous les traitements qui existent, etc. Et ils sont au courant de la maladie, ils vont aller lire, ils vont voir sur certains sites que les malades, après 10 ans d'évolution ou plus, ils vont devenir handicapés. Et là, ça pèse sur le plan psychologique. Donc, la prise en charge psychologique est importante. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire. C'était un cours qui était un peu long. Mais j'ai essayé de vous donner l'essentiel. Est-ce que vous avez, est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez… Docteur, Oui, pour la rémission, est-ce oui. qu'elle est accompagnée toujours avec la disparition des signes cliniques? Ah oui, qui dit rémission, ça veut dire disparition des signes cliniques. D'accord. Et la rémission, par définition, pour parler de rémission, il faut que celle… Parce que vous avez le malade, il fait une poussée. Donc, c'est l'apparition de signes neurologiques. Puis, il s'améliore. Pour parler de rémission, il faut que l'amélioration ait duré pendant plus d'un mois. Parce que quand ça dure moins d'un mois, c'est la même poussée qui a eu une petite amélioration, mais sans rémission vraie. Mais la rémission, c'est une disparition des signes cliniques. D'accord. Oui. Docteur, ça se voit sur le plan radiologique et donc sur le plan clinique. Non, la rémission, c'est sur le plan neurologique. Il faut savoir que les signes radiologiques ne disparaissent pas. Et sans là, c'est-à-dire que c'est définitif. Les signes radiologiques, d'ailleurs, la plupart du temps, il y a une discordance entre la clinique et la radiologie. Donc, vous avez un patient qui fait juste une baisse de l'acuité visuelle, vous faites une IRM, vous allez voir une IRM où il a beaucoup de lésions à l'IRM. C'est des lésions qui sont silencieuses. Ou bien, c'est des lésions, c'est des patients qui ont fait une petite poussée. D'ailleurs, dès qu'il y a une poussée, il y a une lésion à l'IRM. Après, il y a une remyélinisation, mais la lésion, elle persiste à l'IRM. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Voilà. Vous avez d'autres questions? Docteur, Docteur. est-ce Oui. que le titre de l'LCR, c'est l'examen de confirmation? Non, ce n'est pas un examen de confirmation, c'est un examen qui oriente. La présence de bandes oligoclonales va nous orienter vers, vous savez, quand vous trouvez, parce que les bandes oligoclonales d'IgG, vous pouvez les trouver dans d'autres pathologies, surtout la maladie de B7, certaines maladies inflammatoires. Mais dans les autres pathologies, la présence de bandes oligoclonales, elle disparaît, alors que dans la sclérose en plaques, elle est constante. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont constants. Ils ne disparaissent pas même quand le malade est en rémission, quand le malade est correctement traité. C'est un élément en plus. Mais nous, pour poser notre diagnostic, il nous faut notre clinique, l'IRM et le LCR. C'est-à-dire, vous avez 3 éléments. Grâce à ces 3 éléments, vous posez votre diagnostic. Maintenant, si le LCR est négatif, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bande oligoclonale et vous avez une clinique qui est fortement suggestive et une IRM qui est suggestive, vous pouvez poser votre diagnostic. C'est-à-dire l'IRM et la clinique sont suffisantes pour poser votre diagnostic. Le LCR, il est là c'est un point en plus. Docteur, Oui, D'accord, merci, docteur. comment il décède ces patients? pardon? Ces patients qui sont atteints de la sclérose en sclérose plaques, en comment plaques, ils oui. décèdent? Comment ils décèdent? Ah. C'est généralement, ils décèdent quand il y a une atteinte, c'est après plusieurs années d'évolution et qu'il y a du tronc cérébral. Quand il y a une atteinte de la fonction réticulée, donc il va y avoir une atteinte respiratoire, une atteinte, et la plupart du temps, ils décèdent quand ils décèdent plus par les complications que par la maladie elle-même. Quand le patient, après plusieurs années d'évolution, surtout s'il n'a pas été traité, s'il est confiné au lit,
Donc, il est paraplégique, tétraplégique, il est confiné au lit. Donc, il va présenter des troubles respiratoires. C'est les complications de l'alitement la plupart du temps ou bien par atteinte du tronc cérébral. On n'a pas beaucoup de décès. Hein. Vous savez que la sclérose en plaques, les malades, parfois, survivent très longtemps. Ils sont confinés au fauteuil roulant, mais le décès est très rare. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Docteur, est-ce que l'handicap au cours des formes rémitantes est réversible? Oui, dans les formes rémitantes, c'est ça ce qui caractérise les formes rémitantes. Rémitante, ça veut dire quoi? Ça veut dire évolution par poussée-rémission. C'est-à-dire que l'handicap est irréversible. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut traiter le plus tôt possible. Dès que vous avez la première poussée, que le malade consulte, vous avez fait votre IRM, vous avez posé votre diagnostic, il faut éliminer les contre-indications, bien sûr, et commencer le traitement le plus tôt possible. Parce que plus on commence tôt le traitement, et plus le malade, il va évoluer. Donc, vous savez, on a des malades, on a commencé à traiter, par exemple, au niveau du service de neurologie. La première malade qui a été traitée, elle avait 17 ans, en 2002. Elle était en terminale. Alors, imaginez, 2002, ça fait 18 ans. Donc, cette patiente, ça fait 18 ans qu'elle est suivie. C'est une patiente qui vit le plus normalement du monde. Elle a passé son bac, elle l'a eu. Elle a fait des études universitaires, elle s'est mariée, elle a des enfants et elle continue à être traitée et elle va très bien. Pourquoi? Parce qu'elle a été traitée très, très, très tôt. Par contre, alors nous avons, ça c'est un exemple que je vous donne. On a eu, je me rappelle, il y avait 2 patients en même temps. Alors, 2 jeunes qui avaient pratiquement le même âge et chez lesquels on a commencé l'interférent en même temps. La fille a été très compliante au traitement, c'est-à-dire qu'elle suivait son traitement le plus normalement du monde. Et le garçon, il était indiscipliné. Donc, il a arrêté son traitement plusieurs fois. Il ne supportait pas, donc il sautait les injections. Après, en fait, il n'était pas du tout discipliné. Aujourd'hui, la fille, elle a une vie le plus normalement du monde. Et le garçon qui a commencé le traitement en même temps qu'elle, il est sur fauteuil roulant. Bon, là, c'est un exemple parfois, mais en fait, chaque cas est un cas. Il y a des affections, il y a des scléroses en plaques graves d'emblée, il y a des scléroses en plaques qui sont bénignes dès le début. D'accord, merci, docteur. Voilà. Donc, c'est bon? Pas d'autres questions? OK, Docteur, donc, oui. docteur, si le traitement cause une immunodépression très sévère, est-ce qu'on doit arrêter le traitement? Généralement, vous savez que l'immunodépression, ah oui, s'il y a une immunodépression très sévère, il faut l'arrêter. Ouais. Parce que s'il y a une immunodépression sévère, ça veut dire que le malade va présenter un syndrome infectieux. D'ailleurs, bon, le syndrome, par exemple, hein, actuellement, vous savez que nous sommes pendant une période particulière, la période de Covid. Donc, il y a beaucoup de conférences actuellement, de téléconférences sur la sclérose en plaques et le Covid. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des patients qui sont exposés, ils risquent de développer un Covid, etc. Et quand le patient présente une affection grippale, par exemple, la grippe n'est pas une contre-indication. Arrêtez le traitement de fond. Mis à part le natalizumab qui est le Tysabri. Par exemple, pour les interférents, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est des médicaments, c'est des produits qui entraînent un taux le taux de lymphocytes n'est pas diminué. Le taux de lymphocytes n'est diminué que modérément. Donc là, il n'y a pas de contre-indication, il faut continuer. Mais pour les traitements qui entraînent une déplétion lymphocytaire importante telle que le natalizumab, les autres traitements de fond que je vous ai donnés à la fin qui ne sont pas disponibles, le fingolimod, etc., là, il faut arrêter le traitement. D'ailleurs, pendant cette période, pour nos malades qui étaient sous Tysabri, nous avons arrêté les traitements.
nous avons arrêté les bolus de Tissabri. Pourquoi? Même chez les patients qui ne sont pas Covid, hein, c'est des scléroses en plaques qui sont suivies, nous n'avons pas arrêté de façon… nous avons allongé par exemple, pour le natalizumab, c'est des bolus mensuels, c'est chaque mois. Là, on a préféré allonger à 2 mois en attendant que cette pandémie disparaisse. Parce qu'on a peur, parce que s'il fait un Covid, il a déjà le natalizumab, il entraîne une déplétion lymphocytaire. S'il fait un Covid, il risque de faire un Covid assez sévère. D'accord, merci, docteur. Docteur, Oui, concernant la baisse de l'acuité visuelle, elle est aussi réversible dans les formes poussées rémission. oui, elle est réversible, oui. Oui. D'accord, merci. Et la réversibilité, parfois, elle ne survient qu'après traitement par corticoïdes. D'ailleurs, dès que le patient présente une poussée, maintenant les patients, ils consultent, dès qu'il fait une poussée, il vient directement. Donc là, dès qu'il vient, on donne un bolus de corticoïdes. On commence d'emblée. On n'attend pas. Il peut récupérer spontanément. Mais parfois, la récupération, elle est lente. Donc, ils vont mieux donner des corticoïdes rapidement. Il va récupérer, au lieu de récupérer au bout de 2 à 3 semaines, il va récupérer au bout de 3 à 5 jours. C'est pour ça qu'on ne peut pas reconnaître s'il y a la sclérose ou pas. Oui, Au début. exactement. Au début, oui, parce que le malade, il peut récupérer spontanément. D'accord. Et c'est l'IRM qui nous permettra de voir les lésions. Comme je vous ai dit, les lésions ne disparaissent pas. Les lésions, elles restent. Oui. Mhm. C'est bon? Merci, docteur, oui. Ben, merci à vous. Merci pour ceux qui ont assisté. Vous n'étiez pas nombreux. Vous étiez 32, 33. Donc, les autres qui n'ont pas assisté, c'est dommage. Donc là, moi, je vous dis bonne fin de Ramadan. Sahaïdkom. Et je vous contacterai ou bien vous pouvez me contacter, vous, quand vous êtes libre, pour que je vous fasse un TD sur l'imagerie. Et l'imagerie, je préfère que ce soit interactif, c'est-à-dire que vous allez me poser des questions et je vais vous montrer des images, je vais vous poser des questions et vous allez répondre. D'accord? Oui, D'accord. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. OK. Eh bien, à la prochaine, Inch'Allah. Allah sahaïdak, docteur. Merci, merci. Ah, J'espère vous voir en chair et en os très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Allah. Voilà. OK. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.